Super. Bien, mais écoutez, bienvenue à cette conférence, qui est donc qui va durer 3 heures, comme vous le savez. La déshypnose, est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler de ce sujet parmi vous? Ou c'est une première? Ouais, c'est une première, tout le monde. C'est étonnant de voir ce terme. Ici, on est dans le salon de l'hypnose, et puis on vient parler de déshypnose. C'est étonnant quand même. Donc moi, je suis Éric Remacle, je fais partie de l'APH, je suis membre référent à l'APH. L'APH, c'est l'association des praticiens en hypnose, qui est l'invité d'honneur ici de ce salon. Et donc, on a un stand en bas, vous pouvez aller voir, je crois que c'est le stand 14, et on fait des démonstrations aussi. Des démonstrations et puis des petites séances gratuites, si vous voulez. Et donc, je suis hypnothérapeute depuis une 30aine d'années, et je pratique donc l'hypnose, essentiellement sur les traumatismes, tout ce qui est traumatisme, mais également tout ce qui est troubles dissociatifs, les gens qui ont des troubles de l'angoisse, enfin des attaques de panique, ce genre de choses. Et enfin, l'hypnose, c'est très général, hein, tout ce qui est manque de confiance en soi, tout ce qui est dépression aussi. Et également, depuis maintenant 10-15 ans, je pratique la déshypnose. Donc ça fait 30-40 ans que je m'y intéresse, mais ça fait que depuis 10 ans que je la pratique vraiment de manière professionnelle. Et je l'enseigne également dans mon école. Donc j'ai une école en ligne où j'enseigne l'hypnose et la déshypnose. Et donc c'est pour ça que j'ai plaisir à vous partager ça. C'est vraiment passionnant. Alors à votre avis, ça voudrait dire quoi? Vous pouvez m'interrompre ou me poser vos questions quand vous voulez, comme ça sera plus vivant. À votre avis, la déshypnose, ça veut dire quoi en fait, d'après vous? Quelqu'un a une idée? Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire? Déshypnose, c'est étonnant hein, comme terme. Alors moi, je pensais qu'il y a des choses qui sont vraiment tellement ancrées dans notre tête. Oui. Que il y aurait peut-être un processus Oui. pour c'est ça. C'est une croyance. Oui, des croyances, exactement. Qu'on a. Ouais, bravo, effectivement. Bravo, effectivement, c'est-à-dire que quand on va chez l'hypnothérapeute, on va pour un problème particulier et on va travailler sur des croyances limitantes, sur des mémoires traumatiques peut-être, ou de l'anxiété du futur. Donc on va changer, on va améliorer la personne que nous sommes, entre guillemets, augmenter des compétences, avoir plus confiance, ce genre de choses, avoir plus d'estime de soi, ce genre de choses. Et donc on travaille, vous voyez, sur la personne en fait. Et la déshypnose, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est qu'elle va travailler sur les croyances les plus profondes de la personne qui génèrent de la souffrance au quotidien. C'est pour ça que c'est intitulé « Se libérer de l'hypnose quotidienne, du mental et de l'ego ». Parce qu'en réalité, ce que nous sommes, c'est que nous sommes constamment sous hypnose. Ça se voit pas comme ça, on n'a pas l'air, mais on est constamment sous hypnose. Hein, quand on va chez l'hypnothérapeute, on dit voilà, je vais faire une séance d'hypnose, je ferme les yeux, je fais l'hypnose, je sors, je dis au revoir, et voilà, je suis plus sous hypnose. En fait, c'est pas vrai, on est toujours sous hypnose, mais une hypnose qui est beaucoup plus profonde, dans le sens où nous croyons à des choses très profondes qui sont en fait des illusions. Et c'est ce qu'on va voir dans cette présentation. À votre avis, quel est le plus grand hypnotiseur de tous les temps? Le plus grand hypnotiseur. Hein? Alors la télé, c'est pas mal. Hein? C'est vrai que la télé, elle fait fort. Elle génère beaucoup de peur. Hein? Oui, Internet aussi. Ouais. Quoi d'autre? Le portable? Oui, c'est ça, effectivement. Les écrans, c'est très hypnotisant, hein, c'est vrai. Mais encore plus fort que ça. Alors, les réseaux sociaux, très forts aussi, ouais. Ils sont forts, hein. C'est des grands hypnotiseurs, effectivement. Ça nous fascine, ça nous crée des peurs, ou de la colère, ou de l'enthousiasme. Donc, ça génère des émotions. Mais le plus grand hypnotiseur de tous les temps, il est encore plus fort que tout ça. Les églises, pas mal, les églises. Alors, effectivement, les systèmes religieux peuvent aussi hypnotiser les gens. On nous met en transe, et ça peut transformer complètement notre vision de la chose, et on peut être hypnotisé et fasciné par une croyance religieuse. Mais encore plus fort que ça. Dans notre enfance? Oui, alors c'est ça. Ça contient tout le passé, c'est notre mental. Notre mental est le plus grand hypnotiseur de tous les temps. Alors vous le savez, hein, si par exemple vous rentrez le soir et vous voyez pas votre compagnon ou votre compagne, et vous commencez à imaginer qu'il lui est peut-être arrivé un accident, et vous commencez à avoir le cœur qui bat, vous tombez dans une crise d'angoisse, vous vous dites peut-être qu'il me trompe en fait. Alors c'est encore pire que l'accident, ça, et puis ou moins pire, enfin, ça dépend de vous. Mais et là, en fait, je me fais un film, vous voyez. Et puis il rentre, il dit ouais, je buvais un verre, j'ai essayé de te contacter, mais t'as pas vu les messages. Et on s'est fait tout un film, vous voyez. En fait, le mental, ma réflexion, mes suppositions, toutes mes analyses et tout mon passé qui fait que j'ai déjà peut-être été trompé, donc je pense à ça en premier. Tout mon mental
fait que je suis rentré dans une hypnose, parce que qu'en fait, quand je suis dans les émotions, si je suis, excuse-moi, je bouge beaucoup, hein, Christophe, ça va. Si je suis en colère ou angoissé ou triste, en fait, je suis sous hypnose. En fait, les émotions sont des phénomènes hypnotiques. Donc, à chaque fois qu'on a des émotions dans notre quotidien, pas que chez l'hypnothérapeute, à chaque fois qu'on a des émotions, on est sous hypnose. On est sous l'hypnose d'une croyance. Il se passe quelque chose où je suis nul. Si je pense que je suis nul, je peux tomber en dépression. Mais c'est une croyance qui génère ça. Et on va voir qu'il y a des croyances très très profondes. On va aller, la déshypnose va nous montrer en fait que nous sommes tout le temps dans des illusions. Notre mental nous illusionne en permanence et c'est connu depuis la nuit des temps. Parce que la déshypnose, c'est un mot qu'on utilise aujourd'hui, mais c'est un message commun de toutes les traditions, les spiritualités, les sages du monde entier. Ils ont toujours dit un message similaire, c'est qu'on vit dans un rêve, une illusion, et que en fait, ce qu'on cherche tous, qu'est-ce qu'on cherche tous au fait? Le bonheur. Hein, quand on demande aux gens qu'est-ce que vous voulez, ils vont dire je voudrais une maison, je voudrais une voiture, je voudrais une compagne, un copain, je voudrais ça, de l'argent. Mais pourquoi vous voulez tout ça? Ils vont dire pour être heureux. On cherche tous le bonheur. La preuve, c'est que je vous dis, je vous pose un choix. Vous pouvez avoir tout ça, mais vous serez malheureux. Ou alors vous n'avez rien de tout ça, mais vous êtes heureux. Qu'est-ce que vous préférez? Le bonheur. Hein, on veut tous être heureux, c'est évident en fait. Et le bonheur, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on va le rechercher toujours à l'extérieur. On va le rechercher dans des relations. Hein, c'est évident. Je serai heureux quand je serai dans une telle relation. Dans des possessions, on va le rechercher aussi dans des situations. Et notre bonheur dépend toujours, si je devais vous demander une note sur 10 sur votre bonheur, si vous mettez 7, pourquoi pas 9, si vous mettez 5, oui mais je mets 5 parce que pour l'instant j'ai tel problème et j'ai pas encore ça. Mais quand j'aurai ça, là ma note de bonheur va augmenter. Vous voyez, donc le bonheur est conditionnel à quelque chose d'extérieur. Là je viens d'être quitté, là mon bonheur il a descendu. Ou alors il a augmenté, enfin elle est partie. Ça dépend en fait. Mais vous voyez, ça dépend toujours de quelque chose d'extérieur en fait, c'est ça. Et donc, la déshypnose, qui est en fait un message qui vient depuis la nuit des temps, c'était pas le terme déshypnose, mais ça s'appelle le message non-duel. Donc la non-dualité, il y en a qui connaissent le mot non-dualité? Ça veut dire quelque chose? Donc dans toutes les traditions et religions, il y a des sages qui, quelles que soient les différences de ces religions, de ces philosophies, des philosophes aussi, dans la Rome antique par exemple, comme Sénèque ou d'autres, des gens très connus, ils sont tous arrivés à la même conclusion. C'est qu'en fait, on est dans une illusion. On cherche à l'extérieur ce que nous avons à l'intérieur de nous. Vous connaissez cette phrase, hein, c'est que tout est à l'intérieur. Et en fait, nous sommes le bonheur que nous cherchons à l'extérieur. Alors, ça peut être étonnant, cette phrase, parce qu'on dit, le bonheur, c'est un état. Et moi, je suis une personne. Eh bien, en réalité, croire que nous sommes une personne est une illusion. Et je voudrais vous le prouver. Et on fera aussi un atelier tout à l'heure à 17h, ceux qui veulent aller plus loin dans la démonstration, mais j'ai déjà vous en parlé maintenant. Alors, comme j'ai une école qui propose pour devenir thérapeute, hypnothérapeute et déshypnothérapeute, je vous montre un slide de l'école. C'est juste pour vous montrer rapidement la différence entre hypnose et déshypnose. Puis après, on va rentrer directement dans le sujet de l'hypnose. Mais comme ça, vous y voyez un peu plus clair. Alors, j'ai testé la technologie là. Ah. Non, je voulais mettre voilà. Donc, en hypnose, on travaille beaucoup avec l'inconscient. C'est-à-dire que pourquoi je vais voir un hypnothérapeute? Parce que je suis pas bien, j'essaie d'améliorer les choses, mais il y a un truc en moi qui m'empêche de le faire. J'ai pas confiance en moi ou j'ai une peur, je sais pas d'où ça vient. Donc là, on travaille beaucoup avec l'inconscient. En déshypnose, on va travailler avec ce qu'on appelle la supraconscience, c'est-à-dire une conscience qui n'est pas une conscience ordinaire. Parce que là, on est conscient, c'est une conscience d'éveil, on va dire. Quand je suis en hypnose, je travaille plus avec l'inconscient. Je suis dans un état de conscience modifié, comme on dit. Et puis, il y a un troisième état qui est le sommeil. On a toujours pensé qu'il n'y avait que 3 états. Donc, le sommeil, le rêve, hein, parce que l'hypnose, c'est du rêve, mais dirigé. Je suis dans l'imaginaire, le passé ou le futur. Et puis, en état de veille, je suis là. Mais en réalité, il y a un 4e état. Et ce 4e état, c'est quoi? On pourrait l'appeler la supraconscience ou une conscience qui n'est pas individualisée. C'est-à-dire que on va le voir et on va faire une expérience tout à l'heure. Je vais quand même vous faire vivre quelque chose. Ceux qui peuvent pas aller à l'atelier tout à l'heure, vous pourrez quand même sentir quelque chose. C'est de voir que quand vous êtes dans cette conscience ordinaire comme maintenant, vous êtes encore sous hypnose en fait. Vous êtes toujours dans le rêve en fait. Nous sommes toujours dans le rêve. Nous croyons toujours être une personne limitée dans un corps
qui a une vie, qui a un âge, et tout ça, en fait, c'est complètement une illusion. C'est juste des apparences. C'est une apparence, en fait. Et on va développer ça, bien sûr. Hein. Et donc, dans l'hypnose, je vais aller un peu plus vite, peut-être. Pour ceux qui connaissent, vous avez déjà fait des séances d'hypnose, peut-être. Vous voyez l'hypnothérapeute. Voilà. Il travaille beaucoup avec l'imaginaire, la suggestion, la reprogrammation de l'inconscient, parce qu'on a des scripts, par exemple négatifs. Hein, j'ai peur parce que j'ai un sentiment d'insécurité. Et ce sentiment d'insécurité, c'est toute une histoire que je me raconte, qui est inconsciente, parce que j'ai vécu des choses dans mon enfance. Et donc, en hypnose, on va améliorer cette hypnose. C'est une transe négative, on va dire. Je suis toujours dans l'insécurité. Et avec le travail de l'hypnothérapeute, je vais me sentir en sécurité. Mais là, on travaille donc avec la personne. Ici, on fait rien de tout ça en déshypnose, vous allez voir. La reprogrammation de l'inconscient va se faire toute seule, parce que nous allons comprendre quelque chose. Donc, en fait, je me libère de l'hypnose du mental et même des croyances inconscientes, parce que je comprends quelque chose de différent. Alors, dans l'hypnose, je travaille dans le passé et le futur. Hein, je vais dans le passé, dans mon enfance, régler des problèmes. Je vais dans le futur en voyant que je peux réussir des choses et j'arrête de m'inquiéter dans mon présent. Mais en déshypnose, on va travailler seulement dans le présent et que dans le présent. Tout part de maintenant, en fait. Alors, n'hésitez pas s'il y a des questions. En hypnose, donc ça c'était pour les élèves qui veulent devenir thérapeutes. Hein. Donc je suis le thérapeute, mais en déshypnose, on va dire que c'est le silence, la source, on appelle ça aussi, qui sont le thérapeute. Le silence, la source, ça peut vous sembler bizarre ces noms-là. C'est, on va essayer de le vivre tout à l'heure. C'est que il y a tout le temps, en arrière-plan de notre conscience éveillée de maintenant, il y a toujours une présence. On peut appeler ça aussi la présence. Là, vous êtes conscient d'être ici, et cette conscience n'est pas en train de penser. Elle est témoin de ce qui se passe ici. Et c'est ça qu'on va un peu développer, vous allez voir. Alors, je travaille à la racine mentale des souffrances. Effectivement, je vais aller voir peut-être à 3 ans, ma mère m'a laissé toute seule dans une chambre, j'ai commencé à pleurer, je me suis dit que le monde est dangereux, j'avais peur, ou je me suis senti rejeté ou abandonné. Eh bien, je vais aller travailler en hypnose sur ce souvenir et le modifier. Et tout d'un coup, je me sens mieux. En déshypnose, en fait, on va aller à la racine de toutes les souffrances qui est le mental. Donc, ce souvenir est dans le mental, mais toutes les autres croyances sur moi, sur ce que je crois de la vie, sur la réalité, c'est le mental qui les a. Et on va quitter le mental, en fait. Donc, on va se libérer du mental psychologique. Le mental fonctionnel, on va le garder. Hein. Par exemple, si je sais que la conférence, je vais l'arrêter à 16h, parce qu'on avait dit qu'on faisait la conférence jusqu'à 16h, hein, vous vous souvenez? Eh ben, je sais qu'à 15h50, elle va me prévenir, n'est-ce pas? Donc, mon mental, il est utile pour les choses fonctionnelles. Mais tout ce qui est psychologique, je vais pouvoir m'en libérer. Et ça va amener beaucoup d'avantages en termes énergétiques et en termes de bonheur, en fait, parce que je me rends compte que le bonheur, je l'ai déjà en arrière-plan. Et j'ai pas besoin d'aller dans le monde extérieur pour essayer de le trouver. Je vais développer tout ça encore. Hein. Je termine juste ici. Connaissance, ouais, bon, ça je vais laisser tomber. Travail sur la personne, j'avais dit, je termine avec ça. Et là, je me libère de la personne. Donc, l'illusion d'être une personne. Parce que là, je suis sûr qu'en ce moment, vous pensez être une personne, n'est-ce pas? Alors, vous n'êtes pas des animaux, hein, je sais bien. Vous êtes humain, mais vous n'êtes pas que humain. Humain, c'est une apparence, en fait. C'est un concept. Quand on était bébé, on n'est pas né avec cette connaissance, je suis une personne, je suis une fille, je suis un garçon. Tout ça, c'est venu bien après. Quand on était des bébés, on était là, on était conscient, mais la conscience n'avait pas encore de sexe. Donc il y a eu une conception mentale de le monde est comme ça, voici mes parents, moi je suis comme ça, et après on me dit voilà, je suis quelqu'un de bien, pas bien, paresseux, pas paresseux. Je vais mettre je vais peut-être commencer avec ça. Je suis. L'enfant qui grandit, il va commencer à rentrer en hypnose vers l'âge de 2 ans et demi, 3 ans, où on va commencer à lui dire voilà ce que tu es. Si je vous demande maintenant, si vous deviez compléter cette phrase sur vous, qu'est-ce que vous pourriez dire? Je suis. Hein, si je vous demande, mais qui êtes-vous? Qui êtes-vous en fait vraiment? Qui êtes-vous vraiment? Alors au début, vous allez vous présenter comment? Vous allez dire votre nom, mais vous n'êtes pas votre nom, ça c'est juste un son. Il y a un mot. Vous êtes qui en fait? Alors vous allez vous présenter avec votre histoire. Mais ça c'est juste de la mémoire. Et la mémoire, elle peut disparaître, mais vous êtes toujours là. Qui êtes-vous vraiment en fait? Alors vous allez dire, je suis une femme, un homme. Ça, c'est une apparence, c'est une forme. Mais est-ce que vous êtes que ça ou vous êtes plus que ça? Vous sentez que vous êtes plus que ça, non? Et puis notre corps, il a changé tout le temps. Quand on avait 2 ans et 20 ans, et maintenant, ça a beaucoup changé, hein, vous trouvez pas? Ça a beaucoup changé.
eh bien, il y a quelque chose qui n'a jamais changé. C'est quoi qui n'a jamais changé dans votre expérience? Ouais, alors ceux qui savent ne disent rien. Qu'est-ce qui n'a jamais changé dans votre expérience humaine? Il y a un truc qui n'a jamais changé. C'est quoi? Essayez de deviner. Qu'est-ce qui n'a jamais changé dans votre expérience? Donc, remarquez que tout a changé. Hein. Votre corps n'est plus le même qu'il y a 20 ans. Vous êtes d'accord là-dessus? Hein? Il a un peu changé quand même. La maturité est différente. Vous connaissez plus de choses, vous avez plus de connaissances et plus d'expérience de la vie qu'il y a 20 ans, ou même il y a 5 ans. Donc, on pourrait dire que le tempérament a un peu évolué, la personnalité a un peu évolué. Vous êtes un peu plus fatigué qu'avant ou en meilleure forme, je ne sais pas. Ok, tout évolue en fait. Le visage, il change, tout. Mais qu'est-ce qui ne change jamais, à votre avis? Vous avez une idée? Vous voyez pas? Eh bien, ça commence par un C. Je vais faire deviner, on va faire un bonhomme pendu. La conscience. Vous avez toujours été conscient, quels que soient les états dans lesquels vous avez été, joyeux, triste, inquiet, super confiant, petit, grand, vous avez toujours été conscient de ça. Vous êtes d'accord, hein, vous avez toujours été conscient. Maintenant, est-ce que cette conscience, est-ce qu'elle a évolué? En fait, non. La conscience que vous aviez quand vous aviez 2 ans ou 10 ans et maintenant, c'est toujours la même conscience. Par contre, le mental a évolué. Vous avez compris plus de choses. Ça, c'est des idées. Mais la conscience, on va faire une différence entre le mental et la conscience, a beaucoup évolué. Beaucoup évolué. La conscience, pardon, n'a pas évolué. C'est le mental qui a beaucoup évolué. La conscience est toujours la même, en fait. Je vais vous le faire vivre, cette expérience, hein, pour que vous puissiez voir. Les implications de ça sont énormes. Je reviens au slide en arrière. C'est qu'en fait, on va se libérer des illusions, des hypnoses. Notre identité, en fait, la déshypnose va mettre en évidence que notre souffrance vient de l'idée qu'on a de soi. C'est-à-dire que je me prends pour une personne limitée. Je suis dans un corps, et quand mon corps va mourir, je vais mourir. Donc, ça peut créer un stress, ça. La peur de la mort, hein, on connaît tous. Et puis, il y a les autres, et puis il y a moi. Donc, je suis séparé. Et donc, on parle de blessure de séparation et blessure je me sens séparé et seul finalement. Et donc, je suis en état de survie. Et on va voir que cette croyance d'être séparé des autres et d'être une personne individuelle alors qu'il y en a d'autres là-bas, dans un corps, eh bien, ces croyances sont fausses. C'est des suppositions suppositions qu'on fait sans trop réfléchir parce que tout le monde le dit, on a appris ça. Mais en fait, quand on va voir de près, et c'est pas de la philosophie, hein, c'est vraiment une expérience d'aller voir. Si je suis curieux, je vais aller voir. Donc, je vais vous proposer ça tout à l'heure. Vous allez voir qu'en fait, bah oui, je peux pas dire que je suis ça. Ces croyances-là m'hypnotisent et me génèrent beaucoup de stress. C'est le stress existentiel. J'ai pas envie de mourir, j'ai pas envie de vieillir, j'ai pas envie d'être quitté, j'ai pas envie de me retrouver seul. Et tout ça part du principe que je suis isolé, coupé des autres, je suis dans un corps. Je pense que vous avez tous ces croyances, c'est bien normal, hein, c'est ce qu'on a appris depuis tout petit en fait. Et pourtant, si vous lisez un petit peu les spiritualités anciennes, dans le bouddhisme, dans le zen, enfin, même dans la religion chrétienne, il y a toujours eu des sages qui ont dit ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se désidentifier. Avec les pratiques des hypnoses, hein, qui sont très concrètes, on va se désidentifier. Pour l'instant, j'explique toujours un petit peu ce que c'est, puis après on va pratiquer. Également, pareil avec la réalité peut créer beaucoup de stress parce qu'on se dit j'ai pas de contrôle sur la réalité, la réalité est très stressante, je suis seul dans le monde et tout change tout le temps. Vous avez remarqué que ce qui crée du stress, c'est que tout change tout le temps aussi. D'ailleurs, dans le bouddhisme, on dit le désir crée la souffrance, parce que je désire que les choses soient un peu stables et sécures pour moi. Et en fait, dans le bouddhisme aussi, on nous explique que qu'est-ce qui crée la souffrance? C'est la résistance à l'impermanence. J'aimerais que ça reste stable. J'aimerais garder ma famille, j'aimerais garder ma maison. Et puis il y a des crises, et puis il y a tout le temps des choses qui vont pas, puis il y a des divorces, puis il y a ceci, puis mais ça n'arrête pas de bouger, j'en ai marre. Alors j'essaie de faire des contrats de mariage, contrats ceci, et ça va pas non plus. Et puis les gens changent, mais pourquoi est-ce qu'ils changent? Pourquoi est-ce qu'elles changent? Et en fait, tout évolue en permanence. Et moi, ce que je veux, c'est la paix, c'est le bonheur. Et en fait, c'est comme du sable qui me file entre les doigts. Et ça, c'est parce que j'ai cette illusion de me dire que le bonheur viendra du maintien du monde extérieur. Et donc, je vais vous proposer de remettre ça en question. Alors,
C'est donc une erreur d'attention que je propose d'aller voir maintenant, de voir que nous ne sommes pas de tout ce que nous croyons. Alors, dans les sagesses antiques, on va retrouver ça en déshypnose, donc, ils disent que la souffrance vient de trois croyances essentielles. Trois croyances essentielles. La première, donc c'est un peu les racines de la souffrance, si vous voulez. Donc toutes nos souffrances actuelles d'aujourd'hui viennent de ces racines. Il y en a trois essentiellement. Je suis le penseur. C'est moi qui pense. Alors, est-ce que c'est vrai? Déjà, arrêtons-nous là-dessus quelques instants. Je suis le penseur. Donc c'est moi qui contrôle ma pensée. C'est moi qui décide. C'est moi qui. Est-ce que c'est vrai ça? Essayez d'arrêter de penser. Vous avez déjà essayé, hein, j'imagine, pour le plaisir. Vous n'arrivez pas, donc ça veut dire que ça pense tout seul en fait. Ça pense tout seul. Vous voulez dormir, vous dites maintenant il faut que j'arrête de penser là, mais c'est problème, c'est fini. Ben non, ça continue à penser. Et pourquoi est-ce qu'on dit je pense alors? On devrait dire ça pense. Tout comme le cœur il bat, ça digère. Mais on va dire non, c'est moi qui fais ça. Donc s'identifier au penseur, c'est une grosse erreur. Et de là va naître la culpabilité et aussi l'orgueil. Et en fait, tout ça, on va voir que essayez d'arrêter de penser pendant 2-3 minutes. Ou alors, si vous croyez vous contrôlez vos pensées, ben, je vous invite dorénavant à avoir plus que des pensées positives. Bonjour, c'est pas évident. Parce qu'en fait, vous voyez qu'on n'a pas beaucoup de contrôle. Donc, je suis pas vraiment le penseur. Par contre, ce que je peux dire, c'est que je suis conscient des pensées en moi, pensées positives, pensées négatives. Les pensées changent tout le temps. Qu'est-ce qui ne change pas? La conscience, hein, vous l'avez compris, la conscience est toujours stable. Alors une autre croyance, c'est je suis le contrôleur. C'est moi qui contrôle ma vie, c'est moi qui décide, c'est moi qui projette, qui visualise, c'est moi qui contrôle tout en fait. Enfin, parfois j'arrive pas à contrôler, mais je vais essayer de contrôler. Donc ça crée beaucoup de stress. Mais est-ce que vous contrôlez vraiment? Finalement, ça nous amène à la notion de liberté. Est-ce que je suis libre? Est-ce qu'on n'est pas le fruit de notre conditionnement? Hein, si on a eu, est-ce que vous avez choisi d'être un homme, une femme déjà? Non, vous n'avez pas choisi. Est-ce que vous avez choisi d'avoir telle maladie, d'avoir telle pensée? Ça vient en vous. Et vous avez tout d'un coup une envie de faire quelque chose. Vous dites ah oui, j'ai choisi de faire ça. Et vous croyez que vous contrôlez le truc. Mais en fait, l'envie, pourquoi elle est venue? Il y a des gens qui l'ont pas. Pourquoi vous l'avez? Ben vous l'avez peut-être parce qu'il y a eu d'autres choses dans votre vie qui font que vous avez cette envie-là. C'est un tempérament. Ça peut être en fonction de votre énergie, en fonction de tout ce que vous avez vécu. Vous savez pas d'où ça vient. Une envie arrive, une pensée arrive, mais on appelle ça l'ego en spiritualité. Je veux dire, non, mais c'est moi. C'est moi, moi. Et ce moi génère de la souffrance. En fait, ce moi, on peut l'enlever et la vie continue très très bien, de manière beaucoup plus cool. C'est ça la déshypnose. J'arrête de me prendre pour quelqu'un que je ne suis pas. Je ne suis pas ce moi. Ce moi, c'est quoi? C'est un ensemble de pensées, de sensations, de perceptions, mais c'est pas ce que je suis profondément. Alors, qu'est-ce que je suis profondément? Rappelez-vous le mot conscience. Je suis cette conscience. On va le vérifier. Et la troisième croyance, c'est la plus dure. Souvent, c'est la plus dure à enlever. Celle qui reste à la fin. Je suis le corps. Vous allez me dire, bah oui, ça c'est évident. En fait, où est-ce que vous placez la conscience? Si je vous pose la question. Là, vous êtes conscient en ce moment. Vous êtes d'accord? Ok. Cette conscience, où est-elle? Vous allez dire, bah elle est là. Elle est derrière les yeux. Juste derrière. On la met souvent dans la tête, derrière les yeux. Mais est-ce que c'est vrai ça? Encore une fois, c'est un truc qu'on a pris pour acquis parce qu'on nous a appris ça. Mais en réalité, qu'est-ce qu'on en sait? On nous dit ça, ok, mais je vais vérifier par moi-même. Et la déshypnose nous invite à vérifier que je suis bien dans le corps. Je suis le corps. Est-ce vrai? Pour vous, ça paraît évident que c'est vrai. Eh bien, si vous allez vérifier, c'est pour ça qu'on fait un atelier tout à l'heure, vous allez voir, si vous pouvez venir, vous allez voir que nous ne sommes pas dans le corps, mais c'est le corps qui est en nous. Là, vous voyez, par exemple, là en ce moment, vous voyez votre corps, le corps apparaît dans votre conscience. Mais vous pensez limité dans un espace de chair de 1m80 sur je sais pas combien de centimètres, 60, 20. Et le fait de croire ça crée beaucoup de stress parce que si ceci disparaît, je disparais. Et puis, bon, c'est un véhicule, c'est vrai, je vais en prendre soin. C'est important de prendre soin de son corps, mais parfois on est tellement attaché au corps que ça va générer du stress.
Et puis le corps, il est limité, ça veut dire que c'est un petit espace dans un grand espace. Je me sens tout petit dans le monde qui est immense, avec plein d'autres gens, donc je me sens une conscience limitée. En réalité, vous allez voir, cette conscience, elle n'est pas du tout limitée. Et je termine, puis on fait un exercice. Voilà, je vais vous inviter à aller maintenant dans la pratique un petit peu, même si vous ne faites pas l'atelier, comme ça vous pouvez un peu vivre quelque chose. Si vous voulez aller plus loin, il y aura l'atelier. Donc, ce que la déshypnose va vous inviter à faire, c'est d'arrêter de mettre l'attention dans le monde, avec les pensées, donc les croyances, tout ce que je vois, tout ce que je perçois, mais d'aller retourner l'attention à 180 degrés. Et retourner l'attention à 180 degrés, c'est quoi? C'est d'aller voir la source de l'attention. Non plus les objets, mais ce qui perçoit les objets. Est-ce que, par exemple, pendant que vous m'écoutez, je parle, je sais plus, vous pouvez m'écouter, mais vous pouvez être conscient que vous êtes en train de m'écouter aussi, n'est-ce pas? Eh bien, je vais vous inviter à aller observer cette conscience. Comment est-elle, cette conscience? Où est-elle? Où est-elle? Comment est-elle? Et qu'est-ce qu'on peut en dire? C'est intéressant. Faisons une expérience. Je vais vous inviter on va en faire deux, tiens. Voilà. Peut-être les yeux fermés au début, c'est plus facile parce que on est hypnotisé par les couleurs, les formes. Alors, on a vraiment cette illusion d'être bloqué dans un petit espace qui est le corps. Si on ferme les yeux, déjà, le corps va disparaître, visuellement déjà. Je vous invite à fermer les yeux et prenez le temps de juste d'observer que vous êtes conscient, vous êtes conscient d'être là, et vous pouvez sentir les sensations du corps. Mais ces sensations du corps, est-ce qu'elles vous bloquent? Puisqu'on se dit qu'on est entouré de sensations, puisqu'on est dans le corps, ou est-ce que vous n'avez pas plutôt l'impression que le corps apparaît dans votre conscience en ce moment? Que les sensations du corps apparaissent en vous? Observez. Vous pouvez par exemple vous concentrer sur votre pied gauche ou votre pied droit, votre main gauche, peu importe, n'importe quelle partie du corps, même le cœur, le ventre. Cette sensation, où apparaît-elle? Est-ce qu'elle n'apparaît pas en plein au milieu de votre conscience? Ça apparaît tout simplement, ça jaillit en vous. Et vous pouvez aller voir que cette conscience qui observe cela, elle est comment? Elle n'est pas prisonnière de la sensation, elle perçoit la sensation. Donc il y a le sujet et l'objet. L'objet, c'est la sensation en ce moment. Eh bien, le sujet, il est où? Il y a ce qui perçoit la sensation, donc vous n'êtes pas la sensation. Donc qu'est-ce que vous êtes? Qu'est-ce que vous êtes? Vous êtes cette conscience, mais cette conscience, où est-elle? Est-ce qu'elle est vraiment... Par exemple, essayez de sentir la tête. Vous sentez votre tête, traditionnellement, donc on va mettre la conscience dans la tête. Vous sentez votre nez, sentez votre front, sentez vos yeux, et sentez aussi derrière la tête, si vous pouvez sentir la nuque ou le crâne derrière. Est-ce que ces sensations n'apparaissent pas toutes au même endroit, au milieu de votre conscience? Au milieu, c'est une façon de parler. En plein centre de votre conscience. N'êtes-vous pas plutôt un espace qui contient ces sensations? Est-ce que vous arrivez à sentir que, si vous êtes très attentif, si vous êtes curieux comme un enfant en fait, c'est de voir que toutes les sensations, même celles de la tête, ne vous enferment pas, mais apparaissent en vous. Donc vous êtes plutôt un espace qui contient ces sensations. Ok, vous pouvez ouvrir les yeux quelques instants. Ça peut être déroutant au début, mais en fait c'est tout simple. Un enfant peut le faire. Tout ce qu'on voit, c'est hyper simple. Mais c'est juste qu'il faut aller voir, parce qu'on n'a jamais été voir là-bas. On a toujours été voir dans le monde. On cherche le bonheur partout. Et en fait, on n'a jamais été voir, mais en fait, je suis qui, moi? Est-ce que je suis vraiment tout ce qu'on me dit? Et je vais à la base de l'attention qui est tournée vers le monde, je vais aller voir. Et là, c'est ce qu'on a fait un tout petit peu. On va faire une deuxième fois maintenant. Et je me rends compte qu'en fait, je sais pas, en fait, je suis plutôt un espace qui accueille des sensations. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Vous sentez qu'il y a des sensations qui apparaissent. Et vous n'êtes pas bloqué dans un espace de chair et de sang, la tête. Ça, c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on croit, c'est ce qu'on voit. Mais en réalité, quand on va voir, on voit que nous sommes cet espace d'accueil. Alors, je vais vous poser une petite question pour faire un peu de devinette ici.
pour aller voir finalement c'est quoi la réalité, parce que là on est en train de remettre en question la réalité. La question est la suivante. Quels sont les 3 éléments qui vous permettent de dire que vous existez, que vous êtes vivant, que vous êtes dans un monde? Quels sont les 3 seuls éléments dans votre vie qui existent en fait? Parce qu'il y en a que 3 en réalité, qui vous disent, ben voilà, je suis vivant, je suis là, le monde existe, les autres existent. Tout ça c'est basé que sur 3 éléments. Alors c'est quoi ces 3 éléments à votre avis? C'est tout simple, hein, c'est des trucs de logique. Hein. Les sens, exactement, on a des perceptions. Là vous me voyez, vous m'entendez, donc il y a des perceptions qui apparaissent dans votre conscience. Quoi d'autre encore? Comment vous savez que vous êtes là? J'en pose des questions bizarres. Hein. Ils vont dire, mais c'est quoi? C'est quelqu'un qui vient maintenant, mais qu'est-ce qu'il raconte? Ben, je suis là, quoi, ça, c'est évident, non? Mais c'est évident pourquoi, justement? On est conscient d'être là. Oui, c'est ça. Et la conscience se base sur quoi pour dire je suis ici? Très juste. Ouais, comment je sais que je suis présent? Je le sens. Donc, on avait dit des perceptions, maintenant il y a des sensations aussi. Donc il y a des perceptions, là vous me voyez, vous m'entendez, il y a peut-être des odeurs, il y a peut-être du bruit, enfin tout ça. Et puis il y a des sensations du corps. Vous sentez la chaise, le poids de votre corps, ok? Et un 3e élément qui est toujours là dans votre vie. Ça c'est des sensations. C'est un paquet de sensations, les émotions. Et on rajoute dans les émotions une lecture mentale. Donc le 3e élément c'est quoi? Les pensées. On n'arrête pas de penser en permanence. Et donc c'est les 3 éléments qui créent toute notre vie en fait ça. On a des pensées, on a des sensations, on a des perceptions. Est-ce qu'il y a autre chose que ça? Par exemple, si je touche cette chaise, en réalité, qu'est-ce qui me dit? C'est une chaise, le mot chaise c'est une conception mentale, et puis j'ai une sensation, ce n'est qu'une sensation, et j'ai une vision d'une couleur. Mais en réalité, je n'ai que ça. En réalité, si on va vraiment, comme en physique quantique, on va remettre en question la réalité, je n'ai jamais réellement touché quelque chose. Enfin, je sens une sensation, et mon mental me dit c'est une chaise. Parce que j'ai une forme qui apparaît. Donc j'ai des sensations, des perceptions et des conceptions qui apparaissent. Et pourtant, il y a un 4e élément maintenant, et tu l'as dit en fait. C'est quoi le 4e élément? Pour que tout ça soit vu, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui le voit. Et ce quelqu'un ou ce quelque chose, c'est la conscience. Alors faisons-en l'expérience encore une fois. Je vous invite à refermer les yeux quelques instants et voyons ce qui apparaît dans notre expérience. Donc là, pour l'instant, il y a des perceptions. Vous avez ma voix. Vous avez ma voix, n'est-ce pas? Vous m'entendez? Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Vous avez des sensations physiques. Et peut-être qu'il y a des pensées qui apparaissent en vous. Hein, si je dis 7 fois 6, 2 plus 2, pour les plus faciles, hein, pour ceux qui ont difficile. Un gâteau au chocolat, votre chambre d'enfant, rien. Rien. Votre premier baiser. Une porte qui claque. Sans doute que quand je dis ces mots, apparaissent des pensées, des images, des souvenirs, hein, n'est-ce pas? Donc il y a des éléments qui apparaissent là en ce moment dans votre expérience. Il y a des pensées, il y a des sensations, le corps, ce qu'on appelle le corps, et puis il y a des perceptions, ma voix. Mais observez que ça c'est le monde extérieur, c'est les éléments. On appelle ça aussi le monde des formes. C'est des formes, ça se définit, c'est des objets aussi, c'est objectivable. Maintenant, tout ça est perçu par la conscience, n'est-ce pas? Sinon, on ne pourrait pas en parler. Cette conscience, en ce moment, qui entend ces mots, qui ressent les sensations du corps, qui a eu les pensées, qui a vu les pensées apparaître, quand j'ai dit, par exemple, 7 fois 6, 6 fois 6, plus facile, 6 fois 6, si vous voulez, 5 fois 5. Il y a plein de pensées qui apparaissent. La conscience qui perçoit tout cela, comment est-elle? Allez voir, comment est-elle? On peut être sûr d'une chose, c'est que vous existez, vous êtes là. Pardon? Elle est éveillée, oui, vous n'êtes pas en train de dormir, effectivement. La conscience, elle est consciente. Premier point, bravo. Observez que la conscience est consciente. Hein, vous êtes conscient de la conscience en ce moment. Qu'est-ce qu'on peut encore dire sur cette conscience? Est-ce que cette conscience est vraiment masculine, féminine, ou ni l'un ni l'autre?
Neutre, exactement, ni l'un ni l'autre. Ouais. Et cette conscience, est-ce que cette conscience, elle est très jeune, très âgée, ou ni l'un ni l'autre? Ni l'un ni l'autre. Hein. Observez que le mental, lui, connaît sa leçon. Hein. Le mental va dire, si je questionne votre conscience habituelle, donc le mental, il va dire, ben moi j'ai tel âge, je suis un homme. Ok, ça on connaît, c'est des mentales, c'est des réflexions, c'est des expériences de la mémoire. Mais observez en ce moment la conscience qui écoute ces mots. Retournez votre attention sur la source de l'attention qui est la conscience en ce moment. Donc là, on est en plein des hypnoses. Cette conscience en ce moment, qu'est-ce qu'on peut en dire? Ne peut-on pas dire qu'elle est calme, qu'elle est neutre, et qu'elle accueille tout comme l'espace accueille les nuages, les orages, le soleil, la pluie, les oiseaux, l'espace accueille tout. Est-ce que cette conscience en ce moment n'accueille-t-elle pas, de facto, sans effort, les sons, les sensations, les perceptions, les pensées? 4x4, plus facile. Une ville de France qui commence par R. Votre mental peut-être s'active. Regardez que le mental apparaît, il vient de nulle part, tout d'un coup la pensée apparaît, maintenant elle est peut-être plus là, mais il y a quelque chose qui est conscient de ça. Restez quelques instants connectés à la conscience pure, qui n'est ni jeune ni vieille, et qui n'a pas de genre, neutre. Alors allez voir de plus près, est-ce que cette conscience, est-ce qu'elle est agitée? Non, hein, vous voyez qu'elle est calme. Hein. Le mental peut être agité. Il peut y avoir dans un espace un beau ciel bleu, un aura, tout d'un coup quelque chose qui est très agité, une tempête. Pour l'espace, ça change rien. La conscience que vous êtes en ce moment peut voir des pensées négatives qui apparaissent, ou des pensées positives. Mais ça change rien pour la conscience. Ce que vous êtes est en dehors du mental. Observez que ce que vous êtes en ce moment, que les pensées soient positives ou négatives, ça change rien pour vous. Ça change pour le corps. La pensée négative va générer une hypnose dans le corps, une tension. Parfois, il y aura de la joie, ça va générer plutôt une ouverture. Tout ça est vu par ce que vous êtes, la conscience. On appelle ça aussi la présence. On l'appelle aussi la source, le sans forme, peu importe les noms. Certains vont même dire Dieu. Mais Dieu n'est pas à l'extérieur, c'est ce que vous êtes. Observez cette conscience, elle n'a pas d'âge, elle est neutre, elle est calme. Alors qu'est-ce qu'on peut dire comme mot en français de quelque chose qui n'est pas agité? Ne peut-on pas dire que c'est la paix? C'est peaceful, c'est la paix. Ce que nous sommes profondément est la paix. Et est-ce que, encore une question, est-ce que dans cette conscience en ce moment, est-ce qu'il manque quelque chose? Pour le mental, il manque plein de choses, hein, ça je suis sûr. Hein. Ça, on ferait la liste, il n'y a pas de problème. Mais la conscience que vous êtes en ce moment, donc vous n'êtes plus hypnotisé par le personnage que vous croyez être, vous allez voir qui vous êtes vraiment. Cette conscience, est-ce qu'il lui manque quelque chose? Manquer, c'est un concept mental. Ça peut apparaître en vous, mais ce que vous êtes vous, observez qu'il n'y a rien qui manque. Donc si c'est en paix et qu'il n'y a rien qui manque, quel est le mot qu'on utilise en français? Ben, on pourrait dire le mot bonheur. Alors plus vous restez ainsi comme maintenant des hypnoses, connectés à votre vraie nature, au plus vous restez ainsi, plus votre corps se détend. Et toute l'inconscience reprogramme tout seul. Dans le sens que les blessures vous allez plus croire à ce que vous croyiez avant, que je suis juste un personnage. Là, vous allez beaucoup plus loin. Vous allez voir à l'arrière-plan de ce que vous êtes. Vous êtes un espace de conscience qui accueille des sons, des perceptions, donc, des sensations, des pensées. Alors, quand le personnage avec votre nom peut souffrir, observez que la conscience, elle, ne souffre jamais. Tout est impermanent, sauf la conscience qui est toujours là. Ce que vous êtes est stable, sécure, en paix, tranquille. Et on pourrait aller beaucoup plus loin, voir qu'en fait, la mort n'est pas là pour la conscience. La conscience, observez encore une dernière chose, que la conscience est toujours dans le présent. Vous avez toujours été que présent. Le passé, c'est quoi? C'est une conception mentale, c'est des souvenirs, c'est des images.
Le futur, c'est une conception mentale, c'est aussi des images qu'on crée. Tout ça, c'est mental. Observez que ce que vous êtes contient le mental. Donc vous contenez le temps et l'espace. Vous pouvez respirer lentement maintenant, 2-3 fois lentement, plus c'est lent, mieux c'est. Et je vais vous inviter, c'est plus difficile les yeux ouverts, la déshypnose est plus dure parce que l'hypnose des couleurs et des formes est très forte, mais vous pouvez rester en contact avec votre vraie nature en ouvrant doucement les yeux, à votre aise, tranquillement. Gardez ce calme qui ne dépend de rien. Ce calme est toujours là. Même quand il y a des pensées négatives, même quand il y a des douleurs. On appelle ça dans le bouddhisme le refuge. Le refuge, il est toujours accessible. Quelle que soit la situation que vous vivez, même la plus dramatique. Il y a un espace de paix en nous. Et en fait, cet espace, c'est nous. Et on pourrait aller encore plus loin, mais on va passer aux questions, si vous avez des questions. Là, je vous ai fait vivre 2 expériences. On fait très court, mais on pourrait prendre plus de temps, mais c'est pour avoir un aperçu de la déshypnose. Donc, vous voyez, la déshypnose va nous libérer de la souffrance existentielle. Elle va nous permettre de relativiser, d'être plus cool, plus détendu. Finalement, on est moins stressé par les événements. Donc, on va continuer à fonctionner comme d'habitude, mais en étant plus détendu, beaucoup plus cool. Et on gagne de l'énergie, parce que penser, ça prend beaucoup d'énergie. C'est fatigant de penser tout le temps. C'est très fatigant. Ça empêche de dormir parfois, et puis en plus, ça prend beaucoup d'énergie. Donc cette énergie qu'on a utilisée pour la machine à penser là, on aurait pu l'utiliser pour le corps, pour qu'il se répare, qu'il se détoxifie, pour faire des choses, pour faire du sport. Ben non, on l'a utilisé, alors on est épuisé, là, après le soir on est épuisé, on est comme ça. Donc ouais, il y a plein d'avantages aussi. Mais je vais peut-être passer à vos questions, peut-être si vous avez des questions. J'espère que j'ai été clair. Ça va, c'est clair? Qu'est-ce que vous avez pu vivre comme expérience là, dans ces 2 pratiques qu'on a fait? Qu'est-ce qui était le plus étonnant ou des questions là-dessus peut-être? C'est un peu déroutant. C'est déroutant, ouais, complètement, ouais, tout à fait. Pour le mental, c'est hyper déroutant. Et est-ce qu'on peut faire de l'autodéshypnose? Ah oui, parce que là je vous ai parlé, mais vous pourrez le faire tout seul. À tout moment, vous pouvez le faire, même maintenant pendant que je parle, vous pouvez toujours être conscient d'être conscient, tout en voyant qu'il y a des sons, vous me voyez. Il y a plein de choses qui se passent, il y a quelque chose qui voit cela. Ce quelque chose, on va l'appeler la conscience ou la présence, comme vous voulez. Et c'est silencieux aussi. Oui? Oui, alors le vrai sens de la méditation, c'est d'aller retrouver notre vraie nature. Donc là, ce qu'on a fait, c'est vraiment la pure méditation, telle qu'elle était conçue à la base. C'est d'aller voir ce que nous sommes profondément. Méditer, ça vient du latin meditare, qui veut dire s'exercer. On s'exerce à quitter le monde des formes, du rêve, revenir à ce que nous sommes. Et donc, c'est une pratique méditative, on pourrait dire, effectivement, dans ce sens-là, ouais. Mais on peut la faire à tout moment. Pas besoin d'aller dans une église ou dans un temple, ou d'avoir un tapis spécial. On peut juste le faire maintenant, pendant qu'on parle, pendant qu'on bouge. C'est accessible tout le temps, en fait. Ouais. Notre remarque ou question? Oui, bien sûr. Comment en fait vous pouvez y accéder tout le temps? Parce que je me dis, on a comme toujours des pensées, des sensations. Ouais. C'est toujours d'aller voir d'où ça part. Qui pense là en ce moment? Qui pense? Tu vois, tu reviens à qui suis-je? Voilà. D'ailleurs, on appelle ça le qui suis-je, l'investigation du soi. On appelle ça aussi en spiritualité. En déshypnose, on va le réutiliser. Donc, la déshypnose, c'est un ensemble de pratiques qui nous ramènent à ce qu'on connaît depuis la nuit des temps. On appelle ça aussi le soi, ou Atman en Inde. Donc, c'est revenir à ce que je suis avec le questionnement. Mais qui je suis? Suis-je conscient? Et on revient à la conscience. Qui je suis? Hein, si je vous demande qui je suis, comme tout à l'heure, vous allez dire plein de choses mentales, mais c'est pas ça. Parce que ça peut disparaître, je suis toujours là. Qui je suis profondément. Je peux dire qu'une chose sur ce que je suis, c'est conscience. Tout le reste, ce sont des étiquettes. Donc quand on revient à je suis, vous voyez, on peut mettre plein de choses, ça va être toutes des étiquettes, mais en réalité, la seule vérité, c'est je suis. D'ailleurs, c'est le titre d'un livre, Je suis, de Ramana Maharshi, qui est un grand sage un grand sage, pas un singe, un sage de l'Inde. Et
C'est ça, c'est revenir à je suis. Donc à chaque fois qu'on vit quelque chose, c'est juste s'en rappeler, parce qu'on a eu une erreur d'attention conditionnée par notre culture, c'est que je me prends pour un personnage. Vous savez, quand le petit enfant au début, il se voit dans la glace, il sait pas que c'est lui. Hein. Puis on va lui apprendre c'est toi, et puis tu t'appelles comme ça, tu es un garçon, voilà, t'es français, suisse, t'es ceci, on met plein d'étiquettes. Et puis t'es gentil, t'es intelligent ou t'es bête, on va mettre plein d'étiquettes. Mais si on enlève tout ça, il reste toujours je suis. Donc l'idée, c'est de toujours revenir à je suis. C'est juste un rappel en fait. Alors il y a des techniques, hein, notamment le doigt. On peut utiliser ça s'appelle la vision sans tête. C'est retourner l'attention sur d'où vient l'attention. Je regarde le monde des objets, mais qui regarde ou qui pense. Voilà, en se posant ces questions, ça peut aider. Mais après, on peut aller en détail hein, dans des pratiques. Il y en a une quinzaine de pratiques qu'on peut utiliser. Là, je vous ai montré rapidement 2. Ouais. Ça va, ça vous semble clair? Vous voyez les implications qui sont énormes. Hein, c'est-à-dire que c'est pas juste améliorer le personnage, qui est déjà super. Hein, c'est vraiment voir que je ne suis pas juste ça. Donc c'est un véhicule, on va dire. Comme quand vous roulez en voiture, vous dites pas je suis ma voiture. Bon, on dit je roule, mais en réalité c'est pas nous qui roulons, c'est la voiture qui roule. Mais on se prend pas pour notre voiture. Enfin quoi qu'il y a des gens, ils sont hyper identifiés à leur voiture hein, quand même. Si vous touchez leur voiture, c'est grave pour eux. Si vous l'abîmez, qu'est-ce que t'as fait à ma voiture, ma voiture. Mais voilà, mais vous vous rendez compte que en fait voilà, c'est un véhicule, c'est très utile, mais je ne suis pas ça. Je suis le conducteur finalement à l'intérieur, cette conscience, mais on a vu qu'elle n'est pas à l'intérieur du corps, cette conscience. Essayez de la localiser, vous verrez, vous n'y arriverez pas. Je vous invite à essayer. Hein. Donc, quand vous avez le temps, vous dites, voilà, j'ai rien à faire. Ok, je vais aller faire ce qu'il dit. Qui je suis? Alors, je peux dire juste, je suis conscient. Où est-ce que je suis? Alors, on va dire, je suis dans une pièce, mais la pièce, elle apparaît en moi. Là, à ce moment, la pièce, elle apparaît en nous, visuellement. Donc, je suis ce qui perçoit la pièce. Oui, alors je suis dans le corps. Mais on a vu tout à l'heure, je suis pas vraiment dans le corps, parce que les sensations apparaissent dans le corps. Donc je suis ce qui perçoit tout en fait. Est-ce qu'il y a des limites à ça? Allez voir. Est-ce que vous voyez des limites à votre conscience? Ceux qui veulent, on le fera à l'atelier, cet exercice d'aller voir les limites de la conscience. Mais vous pouvez le faire tout seul. Hein, c'est accessible à tout le monde en fait. Les sages souvent disaient, c'est la chose la plus simple et la plus évidente qui soit. C'est juste qu'on est tellement hypnotisé par, on se prend pour quelqu'un qui contrôle sa vie, qui pense. Qui maîtrise sa pensée, qui maîtrise ses actions. Et on est pris dans une histoire comme ça. Je suis un être humain qui a, voilà, moi j'ai 57 ans, et puis il me reste autant de temps à vivre, j'ai déjà passé ça, j'habite dans tel pays. On se limite en fait à quelque chose de tout petit. C'est chouette, hein, ce véhicule, il est chouette, hein, mais c'est pas ce que nous sommes profondément. Et quand on revient à ce que nous sommes profondément, c'est là qu'on peut ressentir la paix. Même si vous perdez tout, vous avez les pires drames, maladies, tout. Vous pouvez rester en paix. Intéressant. La bonne nouvelle, c'est que plus je suis connecté à ma conscience, plus tout va aller mieux dans ma vie. Pourquoi? Parce que je tombe moins malade, j'ai plus d'énergie, je suis naturellement plus constructif parce que les pensées négatives, je n'y crois plus, je les vois passer en moi, mais je m'identifie plus à ça. Si je dis, qu'est-ce que je suis con, je dis, mais c'est quoi cette pensée? En fait, c'est pas moi. Pourquoi cette pensée arrive? Je n'en sais rien. C'est rigolo, je ne suis pas ça. Ou il ne m'aime pas, ou il le fait exprès. Cette pensée elle arrive, je dis mais c'est pas moi en fait, c'est pas moi qui pense ça, ça pense en moi comme un oiseau qui passe dans le ciel. Je suis l'espace qui accueille cet oiseau. Donc ça va m'aider d'être beaucoup plus cool, plus détendu. Vous voyez? Ça va, ça vous semble clair, ouais? C'est déroutant, c'est vrai. Oui, On n'a jamais entendu ça. Moi je rêve un jour qu'on apprenne ça dans les écoles. D'ailleurs, mardi, je vais en parler dans une école. Mais j'adorerais qu'on apprenne ça tout petit. Ce serait la fin de la souffrance psychologique, vous voyez. Il resterait les douleurs physiques, mais il y aurait toutes les souffrances psychologiques qui pourraient être vues avec beaucoup plus de lâcher prise. Ça, il y a une façon de s'exercer, oui. d'y arriver, parce que là, ben oui. Ben, je peux vous envoyer des audios si vous voulez. Si vous voulez, je peux vous donner ma carte, comme ça vous allez sur mon site et puis vous m'écrivez. J'ai une quinzaine d'audios de pratiques. Mais j'ai fait des vidéos sur YouTube aussi où je propose des pratiques gratuites. Donc vous pouvez aller voir aussi. Donc il y a moyen au début de s'entraîner avec l'aide de quelqu'un.
Ouais, tout à fait. Ben, écoutez, c'était un plaisir d'avoir passé ces 50 minutes avec vous. Donc, bonne déshypnose, hein, et bonne hypnose aussi, les deux en fait, tout est accueilli. Et si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Donc, mon nom, c'est Eric Remac, vous pouvez aller voir sur YouTube, j'ai une chaîne. Sinon, je vous donne ma carte et je peux vous envoyer des audios aussi. Et sinon, à 17h, il y a l'atelier dans le stand 14 de l'APH. Voilà. Bonne journée. Au revoir.